Europe 1, il est 6h46. Nous ouvrons le kiosque de Thomas Soto. Et évidemment, Julie, ce matin, c'est d'abord un coup d'œil à la presse bretonne qui s'impose. Écotaxe, quelle sortie de crise, s'interroge Ouest France. Après les incidents du week-end, le Télégramme s'inquiète déjà de la prochaine manif prévue samedi à Quimper. Le Télégramme qui titre « C'est la semaine de tous les dangers ». Libération consacre 4 pages à la situation. La Bretagne sur des braises à la pointe du ras-le-bol, écrit le quotidien. Le quotidien qui a une lecture très politique de l'affaire. Quand la Bretagne gronde, c'est toute la Hollandie qui s'inquiète. Libé rappelle que dans cette région, François Hollande avait dépassé les 56% des voix au deuxième tour de la présidentielle. La Bretagne devenue un bras zéro attisé par le brouillard gouvernemental, mais aussi, souligne Libération, par le jusqu'au-boutisme de la FNSEA, de l'UMP et du Front National. Globalement, tous journaux confondus, le gouvernement en prend pour son grade ce matin, Thomas. Oui, le gouvernement et le président François Hollande qui apparaît saucissonné, ligoté, attaché à son fauteuil à la une de l'opinion. Fiscalité, majorité, le pouvoir au bord de la paralysie. Même tonalité pour les Échos, l'exécutif déboussolé face à la tourmente fiscale. Décidément, ça ne va pas, titre aujourd'hui. Photo de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault à l'appui. Là encore, je pourrais, comme le fait le quotidien, vous faire la liste des dossiers qui empoisonnent l'exécutif. Vous citez Bruno Le Maire, le député UMP, qui donne un peu l'impression de tirer sur l'ambulance. Ni le gouvernement, ni le président n'ont de cap pour la France. Le gouvernement est en train de mettre le pays à feu et à sang, dit Le Maire. Saluons toutefois ce matin l'effort méritoire du journal qui pointe des succès malgré tout pour le chef de l'État, c'est en page 3. Il rappelle que François Hollande a fait passer 3 réformes importantes, le mariage pour tous sans faiblir, la réorganisation discrète du marché du travail ou encore la réforme des retraites, une pilule avalée en douceur. Et j'ai vu que Libé faisait sa une sur la disparition de Lou Reed, bien sûr. Oui, évidemment, ce n'est pas le seul quotidien à lui rendre hommage. La mort d'une légende, écrit La Provence. Une réaction, Julie, celle de la ministre socialiste et marseillaise Marie-Arlette Carlotti. C'est vraiment une sale semaine, a-t-elle tweeté hier soir. Alors on ne sait pas trop si c'est politique, musical ou un peu tout ça à la fois. Chacun y lira ce qu'il voudra. En tout cas, ce tweet-là n'a pas échappé à la vigilance du Lab, le site politique d'Europe 1. Allez, passons à autre chose. Si on se détendait un petit peu, Thomas. Oui, enfin se détendre, c'est vite dit. Vous trouverez ce matin, dans 20 minutes, un papier titré « Comment il supporte l'enfer du métro parisien ». Alors ça va parler évidemment aux plus de 5 millions d'usagers quotidiens du métro et réjouir tous ceux qui n'y mettent jamais un orteil. 5 millions de passagers, ça veut dire promiscuité quasi insupportable, stress, chaleur, attouchement, odeur. Comment fait-on pour supporter ces contacts ? Voilà la question que se sont posées 2 chercheurs. Et pour le savoir, ils ont filmé discrètement pendant 1 an les montées et les descentes des voyageurs. En cas d'incident de contact, comme ils disent, le plus souvent, la personne bousculée fronce les lèvres, puis elle lève les sourcils, puis elle cherche du regard son offenseur. Ce dernier perçoit alors ce regard qui est interprété comme une excuse par la victime. L'incident est alors clos. Une chose est sûre, disent les chercheurs, on ne devient pas insensible au contact, on s'y habitue, on le supporte, mais cette tolérance a une limite, conclut-il. On a un peu l'impression, Julie, qu'en ce moment la France est comme un grand wagon de métro bondé et que le seuil de tolérance n'est pas loin d'être atteint pour beaucoup d'entre nous. On se dit une fois de plus que les politiques devraient peut-être prendre le métro un peu plus souvent. Et si on pouvait mettre un peu plus d'escalator, prendre le métro serait un peu moins fatigant aussi. Le message est passé à la RATP, c'est Madame Julie Leclerc. Il y en a dans tous les pays du monde, demande. sauf à Paris. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes plongé dans la presse économique et ce qui a retenu votre attention ce matin, c'est un article sur leséchos.fr. Ça concerne Canal+, qui devient la propriété à 100% de Vivendi. Oui, alors c'est la fin d'un long épisode puisque cela fait des années que Lagardère, qui est également propriétaire d'Europe 1, donc des années que Lagardère voulait vendre sa participation dans Canal+, participation minoritaire puisque c'est 20%, et dormante puisque Lagardère n'a accès ni à la trésorerie ni aux dividendes de Canal+. Eh bien ça y est, hier, Lagardère et Vivendi, qui possèdent les 80% restants, se sont mis d'accord, donc Vivendi va racheter les 20% de Lagardère dans Canal+, pour 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que ça va changer pour Vivendi ? Eh bien, c'est plus net, c'est plus carré, parce que vous savez, on a longtemps reproché à Vivendi d'être un holding avec des participations dans des métiers très divers, dans le téléphone, avec SFR, les jeux vidéo, la télévision, la musique. Eh bien, ça y est, Vivendi a décidé de se recentrer exclusivement sur, alors je cite, la création et le contenu culturel, donc en clair sur Canal+,
et Universal Music. Ça veut dire au passage, et c'est important, que SFR, donc les télécoms, ont vocation à être vendus. Ça, c'est un message important à lire dans leséchos.fr. À 7h10, vous vous lancez dans une opération compliquée. Oui, on va revenir sur l'imbroglio fiscal de ce week-end, puisque finalement, les PEA, les PEL et l'épargne salariale ne seront pas surtaxés. Seule l'assurance vie reste concernée par la fameuse taxe à 15,5%. Alors on va essayer de voir qui est exactement touché et pour quel montant. On voit ça dans 20 minutes. Et puis notez aussi qu'à 8h10, dans l'édito écho d'Europe 1, Nicolas Barré nous dira en quoi l'euro fort dessine une Europe industrielle à 2 vitesses. Et nous ne sommes pas, nous les Français, dans le bon wagon.